qu'on a ici, à ma droite, trois chercheurs qui, pour les uns, ont fini leur thèse. C'est le cas de Mathieu Siminot qui a fini sa thèse sur les fermes de Sheba il y a déjà quelques temps, mais c'était une thèse tout à fait remarquable. Les fermes de Sheba, on se dit mais c'est tout un petit point. En réalité, c'est une problématique très, très dense et très intéressante. Et puis, maintenant, Mathieu revient d'Israël où il a travaillé en postdoc pendant 5 mois, c'est ça, et sur la politique syrienne d'Israël. Xavier Guignard, lui, est en train de faire sa thèse. C'est le moment si délicieux qu'on apprécie beaucoup, surtout quand on a fini. Et le sujet de sa thèse, c'est négociation et négociateurs palestiniens, retour sur 2 décennies de la Palestine d'Oslo. Alors, parler des négociations aujourd'hui, ça paraît un peu décalé, mais c'est sûrement très intéressant. Et vous aussi, vous étiez sur place, donc vous êtes un chercheur de terrain. D'ailleurs, fondamentalement, je ne vois pas comment on peut, sur ces sujets-là, ne pas être un chercheur de terrain. Et enfin, Thomas Vescovi, qui, lui, a fait un mémoire à Paris 8, j'étais dans les jurys du sien aussi, sur la mémoire de la Nakba en Israël. Donc, a priori, ça paraît des sujets un peu différents, et en discutant tous les 3, tous les 4, on s'est aperçu à quel point il pouvait y avoir la transversalité. Mais ce qui compte finalement, à mes yeux, c'est justement de voir cette jeune génération qui reprend ces thèmes avec les problématiques actuelles, et en plus, ils connaissent ça avec beaucoup d'acuité, puisque ils sont sur place et ils ont ces nouveaux regards. Donc c'est ça qu'on va avoir aujourd'hui. Et on a essayé de trouver un moyen d'avoir de la transversalité. Alors, on va commencer par Mathieu, qui va nous parler donc de la politique syrienne d'Israël. On leur donne à chacun un quart d'heure, à peu près. Hein, on n'est pas à 2 minutes près. Hein. L'idée, c'est qu'on est terminé à 8h15 et que vous ayez le temps de discuter avec eux. Donc, en gros, on va se dire 3 quarts d'heure, 1 heure pour vous 3. Et ensuite, on aura une bonne demi-heure de discussion, ou un peu plus, 3 quarts d'heure, s'ils ont tenu le quart d'heure initial. Voilà, Mathieu. Merci. Bien, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là. Merci Jean-Paul pour l'invitation. Encore une fois, je suis ravi de présenter mes travaux devant l'IREMO. Bien, alors, donc effectivement, je termine un postdoctorat à l'Université de Tel Aviv, où j'ai travaillé sur la politique syrienne d'Israël. Avant cela, je me suis intéressé au processus d'engagement dans le militantisme politique ou dans le militantisme radical, notamment par l'exemple de la Syrie. Donc j'ai pu parcourir les frontières syriennes du Liban en faisant un cercle horaire jusqu'à mon dernier terrain, en tout cas le terrain le plus récent, Israël. Alors, la genèse du projet de la politique syrienne d'Israël, il tient dans le fait que lorsqu'on évoque la question syrienne depuis 2011, alors on va le faire généralement par le prisme de l'engagement armé radical. Alors on parle beaucoup depuis l'été 2014 de Daesh, on parle des groupes armés radicaux, de leur éventuel potentiel soutien externe, ceux du Golfe, autres. Et on a tendance à négliger un acteur fondamental, dont on parle beaucoup bien évidemment lorsqu'il s'agit du Moyen-Orient, c'est-à-dire Israël, mais dans la problématique syrienne, justement, la question de la présence, les actions de l'État d'Israël vis-à-vis de la Syrie sont régulièrement, en tout cas souvent négligées. C'est déjà probablement un indice justement de la relation bilatérale qui s'établit entre Israël et la Syrie depuis 2011. Moi, je m'inscris ici ça donnera lieu à un ouvrage sous quelques mois. Je m'inscris dans la recherche des déterminants de la politique étrangère, c'est-à-dire quels sont en utilisant le champ de la sociologie de la politique étrangère, la sociologie de l'action publique, essayer de comprendre les variables, les acteurs, les éléments qui vont entrer dans la définition d'une politique étrangère. Voilà. Ça, c'est uniquement pour l'aspect théorique. Alors, en première partie, alors là, c'est l'historien de cœur qui parle. J'ai du mal à introduire sur un tel sujet sans proposer une lecture justement historique des relations syro-israéliennes par un prisme assez particulier. Qui est celui de la définition, comment c'est défini depuis, alors soit 1946 du côté syrien, soit depuis 1948 du côté israélien, la définition de cet antagonisme qui semble être
perpétuelle, sans fin, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Du point de vue syrien, parce que je vais commencer sur cet aspect-là avant de définir la politique syrienne d'Israël. Depuis les indépendances, l'État d'Israël va occuper une place fondamentale, extrêmement importante dans la nomenclature de la politique étrangère, de la politique étrangère syrienne. Depuis à peu près un tout petit peu plus d'un demi-siècle, l'État d'Israël va être véritablement défini comme étant l'ennemi officiel de la Syrie, l'ennemi principal, l'ennemi historique de la Syrie, mais surtout, Israël va être l'un des principaux vecteurs pour les gouvernements successifs qui se sont donc succédés en Syrie depuis 1949, l'un des principaux vecteurs de légitimation nationaliste. Pardon. Pour ça, il faut retourner très brièvement à la veille des indépendances, ou en tout cas dans les années 1945-1946. La Syrie, après les accords Sykes-Picot, va être amputée du Liban et va entrer dans un rapport de force, non pas avec le projet sioniste ou avec l'État d'Israël, mais essentiellement avec la Transjordanie. La Transjordanie qui, comme son voisin syrien d'ailleurs, ne perd pas de vue son rêve d'extension territoriale, en tout cas de préservation du territoire qui était celui d'avant, ou en tout cas pendant les mandats. Le rapprochement, alors, à partir de 1946-47, on aura un rapprochement assez évident de la Transjordanie avec le projet sioniste au Moyen-Orient. Par défaut, un petit peu par défaut, la Syrie va choisir de s'opposer à ce soutien de la Transjordanie et donc de définir, d'intégrer à ces éléments de politique étrangère, d'intégrer en tout cas l'opposition au projet sioniste. Ce sera quelque chose d'assez important qui va être préservé, très concrètement, depuis 1946 jusqu'en 2011. Il y a eu une brève interlude très importante entre 1949 environ et 1955. On a deux responsables politiques syriens, en l'occurrence Hosni Zaim et Adib Shishakli, qui ont essayé d'extraire cette variable de l'ennemi israélien de leur politique étrangère et de se rapprocher de l'État d'Israël, notamment en 1949, puisqu'en 1949, après la guerre de 1948, va s'engager un cycle de négociations. Pendant ce cycle, pendant une période très brève, février-mars 1949, Hosni Zaim va se rapprocher de Ben Gourion, et essayer d'obtenir une paix séparée avec l'État d'Israël. En l'occurrence, à cette période très précise, David Ben Gourion va hésiter, va réfléchir à l'opportunité de construire une paix avec l'État syrien, mais n'aura pas confiance en la figure de Zaïm, qu'il juge être corrompu, vénal, opportuniste. Il l'écrira dans ses mémoires. Donc, il faut bien garder à l'esprit que l'antagonisme perçu comme tel, qui remonte à plus d'un demi-siècle syro-israélien, n'était pas inéluctable. Il y a eu un certain nombre d'opportunités de négociation, peut-être qu'on reverra après dans les discussions, mais néanmoins, en appuyant sur cet élément de 1949, il y a eu des occasions de rapprochement qui étaient bien évidemment des occasions d'opportunité entre la Syrie et Israël. À partir de 1949, l'architecture du régime syrien va être essentiellement bâtie autour de cet antagonisme contre l'État d'Israël, et tout particulièrement avec l'arrivée au pouvoir du parti Baas et après de père et fils Assad, qui, alors c'est bien évidemment pas le sujet ici de cette conférence, mais qui, en tant que minorité et avec une tendance baassiste, antisioniste très forte, vont devoir intégrer Israël comme étant un vecteur de politique à la fois étrangère, certes, antagonisme, mais aussi un vecteur de légitimation nationaliste. Et Israël va garder cette position très forte dans la politique
israélienne de la Syrie à partir de 1970. Toute l'architecture du régime syrien, en grande partie, va être construite, va être élaborée autour de cette notion d'ennemi. La légitimité elle-même du gouvernement va s'appuyer sur cette construction de l'ennemi. C'est-à-dire que, très concrètement, il n'est pas pensable, il n'est pas intégrable dans l'architecture de politique étrangère syrien vis-à-vis d'Israël de prévoir une paix. Ça, c'est pour l'aspect purement syrien. Donc là, je vais intégrer bien évidemment le contrepoids qui est l'aspect israélien de cette politique étrangère avant d'embrayer sur les événements de 2011. La politique d'Israël, elle, va être à peu près constante depuis 1948. Elle est, alors bien évidemment, on pourrait la développer longuement, mais elle va s'appuyer sur un principe très simple, qui est celui de la reconnaissance mutuelle, de la définition de frontières et d'établissement d'ambassades dans les pays respectifs. Alors, bien évidemment, ça n'empêche pas l'État d'Israël, à certains moments de son histoire, de chercher à nuire au processus de paix ou au contraire à l'encourager. Mais fondamentalement, la politique israélienne, vis-à-vis de l'intégralité, de toute façon, des pays voisins, va être de favoriser les pourparlers, les négociations pour obtenir une paix séparée ou une paix commune, l'établissement de frontières et la reconnaissance mutuelle, bien évidemment. Voilà pour ces deux principes qu'il fallait, à mon avis, mettre en opposition avant de passer sur la deuxième partie, qui est celle de la définition de la politique syrienne d'Israël depuis 2011. Alors, en 2011 va débuter, donc, de notoriété publique, va débuter la révolution syrienne à partir de mars. Les premiers événements vont se produire à Daraa. La révolution est essentiellement, et ça a été bien évidemment très bien montré par d'autres chercheurs, avant tout une catalyse, une révolte sociale, une mobilisation pour des droits, et à terme bien sûr pour la chute du régime. Progressivement, cette révolution, on peut la dater à partir de septembre, octobre 2011, va entrer dans un processus de militarisation. Avec l'émergence de comités locaux, l'émergence de l'armée syrienne libre, pour ensuite, là également, progressivement, sur une périodicité qui va être à peu près de 5 ou 6 mois, qu'on peut dater à février 2012, mars 2012 environ, ce processus de militarisation va se transformer en processus de djihadisation. Donc la révolution syrienne va être progressivement phagocytée, cannibalisée, soit par des groupes djihadistes, salafistes djihadistes issus de la région ou de l'extérieur, soit également par la transformation progressive des éléments primitifs de l'ASL en groupes dits salafites djihadistes. Face au début de la révolution syrienne, donc aux premiers éléments de mobilisation dans la région de Daraa, la première démarche des Israéliens, bien évidemment, était de se déterminer vis-à-vis de cette révolution. Alors, les Israéliens, comme la communauté internationale, de manière générale, avaient déjà, pour exemple, les événements de décembre 2010 en Tunisie, mais également en Égypte et en Libye. Ce qui caractérisait la position israélienne vis-à-vis de l'ensemble des révolutions, c'est une certaine, ou en tout cas une très forte prudence. C'est-à-dire essentiellement une observation, et pourquoi pas même d'ailleurs une certaine forme de déterminisme. Dès mars 2011, vous avez deux éléments qui vont se télescoper. La première, c'est l'opinion publique, les chercheurs, les journalistes qui vont produire des notes sur le début de la révolution. L'essentiel de ces notes qui vont être produites à partir de mars vont dénoncer par anticipation et par déterminisme aussi, ce qui est malheureusement regrettable, mais vont prévenir de la possibilité d'une islamisation et d'une djihadisation du conflit. Donc ça sera véritablement quelque chose de très, très pessimiste. De l'autre côté, on a un certain nombre d'acteurs étatiques qui vont se mettre en état de marche et qui vont devoir, très clairement, définir la politique syrienne d'Israël, c'est-à-dire l'attitude à adopter
vis-à-vis de la révolution syrienne. Alors, en l'occurrence, cette attitude-là, elle va mettre en balance deux positions en Israël, mais paradoxalement, ces deux positions vont appeler à la même conclusion et à la même chose. Ces deux positions sont les suivantes, elles sont très simples, très élémentaires. La première, c'est ce qui est surnommé systématiquement, alors on se reprend tous dans cette expression, mais force est de constater que les acteurs politiques impliqués et militaires impliqués dans le processus de décision l'utilisent systématiquement. C'est la position dite de « devil we know », donc le diable que l'on connaît. Très concrètement, sur cette position-là particulière, l'idée serait d'éviter à terme que le régime de Bachar al-Assad chute en Syrie, pour la simple et bonne raison que ce régime, quelle que soit sa barbarie, quel que soit son niveau de répression, quelles que soient les relations passées avec l'État d'Israël, et notamment la guerre du Kippour, qui a été un échec militaire flagrant pour l'État d'Israël, les Syriens demeurent, le régime alaouite syrien demeure un acteur avec lequel on peut s'entretenir, avec lequel on peut discuter et avec lequel on peut anticiper sur les actes qu'il fera ou qu'il ne fera pas, et par exemple la stabilité sur le plateau du Golan, Jaoulan, depuis les accords du 31 mai 1974, aucun coup de feu n'avait été tiré sur le plateau du Golan. Ça, c'est la première position. La seconde est celle qui, elle, va justement proposer, ou en tout cas va proposer une lecture optimiste, en tout cas, de l'évolution de la révolution, et donc d'appeler à la chute du régime syrien. Cette chute du régime syrien va assez naturellement, on est dans la stratégie élémentaire, va casser l'axe de la résistance, c'est-à-dire le lien effectif, politique, économique, symbolique entre l'Iran, la Syrie alaouite et le Hezbollah libanais. Donc ça, c'est la deuxième position. Or, la caractéristique élémentaire de ces deux positions-là, c'est qu'elles vont proposer la même solution. La même solution, c'est-à-dire ne rien faire, ne pas agir, ne pas s'impliquer dans le conflit syrien. Donc là, on est en 2011, attention, ça va changer par la suite, mais ne pas s'impliquer dans le conflit syrien et par ailleurs avoir une position officielle qui va être assez ambiguë. Officiellement, le régime, l'État d'Israël va appeler, ou en tout cas indirectement laisser entendre qu'il est en faveur de la chute du régime. On a des déclarations de Netanyahou qui remontent à avril, mai et juin 2012, où il va dénoncer la barbarie du régime syrien. Mais en soi, vous avez une position qui appelle à une certaine forme de neutralité, d'ambivalence, à la fois officiellement, mais également dans les faits, c'est-à-dire ne pas se rapprocher de l'un ou de l'autre acteur en prise au conflit. Néanmoins, s'il me reste 4-5 minutes, ouais, très bien. Néanmoins, l'État d'Israël va définir, à partir de 2011, immédiatement un certain nombre, ce qui est appelé les lignes rouges, c'est-à-dire ce que le régime syrien ou les révolutionnaires, d'ailleurs, qui sont inclus dans ces lignes rouges, ne devront pas franchir. Ces lignes rouges, en l'occurrence, la première d'entre elles concerne le Hezbollah. Et les Israéliens ont été très clairs là-dessus. Ils ne permettent pas au régime syrien de transférer des armes, que ce soit des armes de longue portée ou éventuellement des armes chimiques à partir d'août 2013, au mouvement libanais Hezbollah. En l'occurrence, depuis 2011, vous avez eu plusieurs initiatives militaires qui ont été prises par l'État d'Israël pour empêcher ce transfert d'armes de longue portée. La deuxième priorité de l'État d'Israël va être d'observer et de cartographier, là on est essentiellement dans le militaire, dans le renseignement, de se renseigner et de cartographier l'implantation sur le plateau du Golan, c'est-à-dire sur la frontière commune entre Israël et la Syrie, l'arrivée et l'implantation des groupes rebelles qui vont se développer à la frontière. Donc les groupes rebelles, certes, à partir de 2011-2012, mais aussi après, le Hezbollah qui va progressivement s'implanter dans cette région.
Donc l'une des vraies priorités de l'État d'Israël, ça va être d'empêcher les transferts d'armement et le développement du Hezbollah, que ce soit au Liban avec la multiplication ou le transfert des armes de longue portée, ou ensuite sur le plateau du Golan à partir de 2013-2014. Bien. Donc c'est deux éléments fondamentaux. Le deuxième élément, sur l'aspect purement pratique, purement empirique et concret de la cartographie, va s'opérer à partir de 2013-2014. L'État d'Israël va progressivement comprendre et anticiper le fait que la sociologie de la révolution dans le sud syrien, c'est-à-dire son principal point de préoccupation, est en train d'évoluer. Initialement, la révolution syrienne va être portée dans le sud, notamment dans la ville de Daraa, qui est le cœur de la révolution, et dans toute la région frontalière de la Jordanie et d'Israël, par essentiellement d'anciens militaires du régime syrien. L'écrasante majorité des résistants de l'armée syrienne libre qui vont se battre à Daraa et donc faire frontière avec Israël et la Jordanie sont, pour la plupart d'entre eux, d'anciens militaires perçus, à tort ou à raison, mais néanmoins perçus par l'État d'Israël comme étant des interlocuteurs fiables, laïcs, avec lesquels on peut échanger. Ce qui n'a pas manqué d'arriver, puisque dès 2012-2013, l'armée israélienne va multiplier les contacts avec ces groupes à la frontière, initialement connus sous le nom d'armée syrienne libre, même si l'armée syrienne libre existe encore dans la région de Daraa, mais aujourd'hui, qui se sont progressivement métamorphosés en Jobat el-Nosra, qui est une formation dite salafite djihadiste, même si sa sociologie n'a rien à voir avec celle du nord de la Syrie. Donc vous avez à la fois une volonté de se préserver contre les transferts éventuels d'armes, et la deuxième aspect, c'est de cartographier la révolution syrienne et de s'assurer des contacts permanents, ou en tout cas une certaine forme de neutralité des révolutionnaires sur la partie du Golan, du Golan syrien, en tout cas la partie syrienne du Golan et toute la région de Daraa et jusqu'à Souaïda d'ailleurs. Voilà, donc voilà pour cette présentation brève. Il y a beaucoup d'éléments, je pense, qu'on peut évoquer en question. Et je pense que je vais passer ensuite la parole pour l'aspect négociation à Thomas. Xavier. Merci pour ta présentation et merci à l'IREMO de nous donner la parole ce soir. Alors, pour rapidement... Il faut que je le rapproche encore ? Ouais. Pour rapidement reprendre l'intitulé de la conférence qui nous interrogeait sur les nouvelles pistes de recherche en Palestine et en Israël. On en a eu un exemple à l'instant sur la politique étrangère israélienne, et en écho, je vais vous parler d'un des secteurs de la politique étrangère palestinienne, si on peut l'appeler ainsi. Et peut-être ce qui est notable et qui est le fruit de notre apparition générationnelle, c'est qu'on arrive, en tout cas dans le cas des relations israélo-palestiniennes, après la question de comment se positionner par rapport à Oslo. Nous, on est arrivé dans la recherche à un moment où il était convenu d'accepter qu'Oslo était mort. Et donc, on n'a pas eu ce dilemme moral, à savoir supporter ou pas un accord que l'on peut juger plus ou moins bon. On arrive à un moment où le constat est très facile, où la parole est de plus en plus libérée, y compris dans les chancelleries occidentales sur le sujet. Et donc, on a d'autres questions. On se pose d'autres questions de recherche. Et notamment, on arrive peut-être avec un regard, et c'est le point de départ de mon travail, qui est de dire l'autorité palestinienne qu'on a vue jusqu'ici comme temporaire, parce que c'était, y compris son intitulé, transitoire. Nous, on a connu presque que cette forme de pouvoir-là en Palestine, et en tout cas notre génération de Palestiniens n'ont connu que ce pouvoir-là. Donc il y a cet élément provisoire de l'autorité palestinienne nous apparaît pas de façon si frappante que nos aînés qui l'ont vu apparaître et qui ont postulé sa transformation en état plein à la fin d'un processus abouti. Et on a regardé cette autorité comme une forme d'État qu'on pourrait s'amuser à qualifier pendant des heures, mais voilà, on l'a prise au sérieux, l'existence d'un pouvoir palestinien. Et partant de là, on a pu le regarder avec d'autres outils, et je pense que c'est là où on pourrait se rejoindre aussi. Moi, j'y suis arrivé avec les outils de ce qu'on appelle la sociologie politique, c'est-à-dire cette branche de la science politique qui va interroger ces objets
avec des méthodes de sociologie assez classiques, ce qui dans mon cas était un pari, parce que il y a eu une abondance de travaux sur les négociations israélo-palestiniennes, et pour autant j'avais le sentiment qu'il y avait encore quelque chose à en tirer en l'approchant sur le terrain et par ses acteurs. C'est pour ça que la thèse que vous avez citée tout à l'heure, qui prendra fin un jour, porte sur les négociations et les négociateurs palestiniens. Et il est d'ailleurs beaucoup plus question de ces derniers que des négociations. Voilà pour le point d'entrée, pour un peu faire écho. Et je pense que ça peut être, il y a pas mal d'étudiants dans la salle, un sujet de discussion ensuite sur les pistes de recherche aujourd'hui sur nos terrains respectifs. Alors, pour rentrer de façon rapide sur mon terrain de recherche, quand on parle des négociateurs palestiniens, on a toujours un ou deux noms qui nous viennent en tête. Saeb El-Akkad serait le premier, et il est l'incarnation des négociations. Il est leur chef depuis 20 ans presque. Mais je me suis intéressé à l'étage d'en dessous. C'est-à-dire que vous avez 4 ou 5 figures politiques palestiniennes qui représentent médiatiquement les négociations depuis Oslo. Mais en dessous, il y a tout un étage de petites fourmis de la négociation, des petites mains de la diplomatie palestinienne. Et c'est à eux, c'est sur eux que j'ai porté mon regard depuis que je suis arrivé en Palestine, et notamment un cabinet qui s'appelle la Negotiation Support Unit, qui est le cœur de ma thèse, et qui est l'outil de production principal de la négociation et de la diplomatie palestinienne. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cabinet? C'est un projet mixte des efforts de la coopération européenne à travers plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et les pays scandinaves, d'une part, donc c'est l'aide au développement de ces pays européens, qui rencontrent le marché de l'expertise des savoirs d'État. Alors c'est un gros mot pour dire les compagnies de consultance qui font de l'assistance aux pays dans l'application ou dans la reformulation de leur politique publique. Donc on les retrouve en Afghanistan, on les retrouve là en Palestine, et je vais vous expliquer ce qu'ils font, on les retrouve en Afrique. Bref, ce sont ces cabinets de consultants mandatés pour soutenir un effort de réforme des politiques publiques. Et donc la rencontre des deux, en réponse à une vague demande palestinienne, c'est vraiment une initiative à l'origine européenne, participe de la création de ce cabinet qui a pour mission, on est en 98 à ce moment-là, d'épauler les Palestiniens pour la conclusion de la période intérimaire. Oslo a ouvert une période de 5 ans qui devait donc se finir en 98-99 et voir à ce moment-là de l'histoire palestinienne la conclusion d'un accord sur les questions permanentes, les réfugiés, Jérusalem, frontières, eau, etc. Donc à l'approche de cette échéance, les Européens ont décidé de soutenir l'effort diplomatique palestinien pour ne pas se retrouver dans la même situation qu'en 93, où les négociateurs d'Oslo avaient entre autres péché par manque de connaissances techniques dans leur conduite des négociations avec les Israéliens. Pour faire très très bref et pour se rappeler de ce qu'était à ce moment-là Oslo, en sortant de la conférence de Madrid en 91, qui a réuni des Palestiniens, des Israéliens et d'autres représentants de pays régionaux et de grandes puissances, il y a une volonté internationale de supporter un effort de négociation qui débouche sur 2 canaux, un qu'on appelle multilatéral, qui va se balader un petit peu partout, qui est très vite ignoré, et l'autre bilatéral qui se réunit à Washington. Et en parallèle de ces 2 canaux, il y a des rencontres entre 3 négociateurs palestiniens et 1, puis 2, puis 5 négociateurs israéliens à Oslo, qui donnent l'accord qu'on a connu, qui sera signé publiquement à Washington en septembre 93. Voilà, pour fermer la parenthèse. Donc c'est vraiment une histoire de quelques individus du côté palestinien, ce qui n'est sûrement pas le cas du côté israélien, mais ça s'expliquerait par des tas de raisons. Mais du côté palestinien, on est vraiment dans un projet d'une très petite élite de l'OLP en exil à Tunis à ce moment-là. Et comme tout projet conduit par 3 ou 4 personnalités publiques, quelle que soit leur valeur, il manque évidemment d'informations, de connaissances. Les dossiers traités sont multiples et l'approche de la résolution des questions permanentes embrasse des questions extrêmement variées. Donc ce cabinet, je reviens, fondé par une boîte privée britannique, Alam Smith International, avec l'argent de la coopération européenne, donne naissance à un regroupement d'une vingtaine d'experts, alors une moitié de juristes, une moitié de conseillers politiques, qui vont
tenter d'épauler l'OLP dans son effort. Et puis on est aujourd'hui, donc je fais un grand saut, en 2015, on est 16-17 ans après leur création, il n'y a toujours pas d'accord signé et pour le moins, il n'y a pas raison de croire à l'imminence d'un accord signé. Et pourtant, ce cabinet est toujours là. Donc c'est une des premières interrogations de mon travail. Qu'est-ce qu'on fait quand on négocie depuis 16 ans, ou disons qu'on a pour mission de négocier depuis 16 ans et qu'il n'y a aucun accord signé. Alors, outre... Mais ça, je ne vais pas le développer ici, c'est là une des parties de ma thèse qui s'intéresse à qu'est-ce que ça veut dire, ces points de rencontre entre le milieu du développement, le milieu de l'entreprise privée, enfin le secteur privé à l'international et les politiques étatiques. Qu'est-ce que ça signale à la fois sur ce qu'est de la Palestine aujourd'hui, cette espèce d'État sous perfusion, et puis plus globalement, qu'est-ce que c'est que ces manifestations de la globalisation, du transfert des savoirs, etc. Je vais me concentrer ici vraiment sur une forme d'actualité, si on peut essayer de résumer ça ainsi, en brossant très vite le tableau de ce par quoi ils sont passés depuis 2000. Donc ils sont d'abord passés par Camp David, qui est un échec absolu du point de vue diplomatique, parce que pas d'accord signé, et puis du point de vue palestinien, un échec de la communication politique. Alors c'est pas moi qui le dis, hein, c'est leur conclusion. Ce qui se résumerait en quelque sorte à dire on a tout fait pour signer, mais personne ne veut nous le croire. Pardon, personne ne veut nous croire. En quelque sorte, on n'a pas réussi à faire le service après-vente diplomatique et politique pour expliquer quelles étaient nos positions et face à quoi on a buté. Alors cet échec, il a un retentissement direct avec les négociations et saut dans l'histoire en 2013, quand Kerry lance un cycle de 9 mois de négociations directes entre Israéliens et Palestiniens. À ce moment-là, je suis... depuis 2 ans sur le terrain, et donc je suis cette arrivée inattendue de l'intérieur, donc depuis la NSU, depuis le cabinet de négociateurs. Et c'est intéressant de voir que dès le début, depuis le premier jour où est actée la volonté palestinienne d'aller dans ce cycle, 3/4 des efforts du travail diplomatique va consister à préparer journalistes et diplomates européens à 1, l'échec, et 2, les raisons. Alors ça va, bon, s'il y en avait qui avaient encore 2-3 doutes sur la capacité des acteurs en question à se mettre d'accord, c'est pas pour tout de suite. Pourquoi ce travail? D'une part parce que tous les dossiers sont prêts en réalité. Ça fait 15 ans que ces experts, donc c'est plusieurs générations, là on parle, l'échantillon sur lequel je travaille, c'est à peu près 150 experts qui se sont succédés depuis la fin des années 90. Donc les dossiers connus ont besoin d'être réactualisés sur quelques détails, mais globalement l'ensemble de l'argumentaire juridique et politique, l'ensemble des scénarios possibles est depuis longtemps envisagé, et il existe des piles de papier dans leur bureau qui sont ces dossiers-là. Pour mémoire, si vous aviez suivi en 2011 l'affaire de ce qu'on appelait les Palestine Papers, donc ces documents qui ont fuité et qui se sont retrouvés sur Al Jazeera, c'est eux. C'est ça la NSU, c'est ceux qui les écrivent, que personne connaissait avant, que peu de gens connaissent après, mais voilà, si on veut les placer quelque part, c'est ceux qui ont écrit ces documents-là. Donc ils existent, donc il n'y a pas un travail immense de préparation à faire. Et puis les négociateurs politiques qui sont censés conseiller sont les mêmes depuis 20 ans, pareil, il n'y a pas non plus une réactualisation incroyable à faire. Donc, ils se focalisent sur 2 tâches. La première, effectivement, aller assister, prendre ce qu'on appelle les minutes des meetings, donc prendre les notes des meetings pour faire un débriefing quotidien, mais surtout à préparer, et je pense que c'est quelque chose que je martèle, mais c'est important pour comprendre l'évolution de cette diplomatie, préparer l'échec. Et on l'a bien vu, y compris Martin Indyk, qui n'est pas le plus fervent partisan de la politique palestine aux États-Unis, qui était un envoyé spécial américain, a fini par reconnaître une partie de l'argumentaire, en tout cas palestinien, qui était la poursuite de la colonisation a été le principal vecteur de l'échec de ces négociations. Et ça n'arrive pas naturellement. Le fait que les chancelleries occidentales, que la presse soit capable de saisir de votre argumentaire, c'est le travail de ces types-là qui vont sensibiliser à leurs difficultés de négociateurs. Donc là, on est, je pense, dans quelque chose qui paraît assez banal, mais qui nous dit quelque chose sur comment on fait de la politique étrangère. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, disons que il y a toute une première partie qu'on pourrait appeler la technicisation de ce travail-là, qui a été de composer tout un ensemble d'argumentaires juridiques, de positions politiques. Une fois que ce travail-là est fini, dans le temps, en tout cas, ce que moi je vois, il y a tout l'autre travail qui est de vendre ces positions à l'international. Et donc c'est vraiment cette période-là que j'ai observée. Et puis en parallèle, il y avait la préparation
de l'étape, ce qu'ils ont appelé l'étape onusienne, qui avait commencé un petit peu avant, avec la demande à la fois de reconnaissance bilatérale par les États, par les autres États, et puis la reconnaissance à l'ONU. Ce travail est poursuivi et il se manifeste de façon extrêmement rapide en 2014, avec la signature de quinzaine de traités au lendemain de l'échec déclaré de ces négociations. Donc pour mémoire, les négociations échouent officiellement sur la non-volonté israélienne de libérer le 4e contingent de 26 prisonniers, qui était une des contreparties de la reprise des négociations. Bref, 3 jours après l'annonce de la décision israélienne de reporter leur libération, les Israéliens signent 15 traités. Alors, pourquoi 15 ? Parce qu'au début, c'était 600. Qui avait été demandé par le pouvoir politique, et ça peut montrer aussi une forme de distance du pouvoir palestinien avec une quelconque réalité des relations internationales. C'était une demande de la présidence palestinienne à la NSU, trouvez-nous 600 traités qu'on peut signer demain. Donc voilà, j'étais à regarder cet échange pendant quelques jours qui aboutit à une discussion entre la NSU qui expliquait d'une part qu'on ne peut pas signer 600 traités comme ça, sinon on fait perdre toute leur valeur symbolique. On a ramené leur nombre à une quinzaine, qui était déjà amplement suffisant pour marquer un pas, c'est-à-dire la volonté de l'autorité palestinienne ou de l'OLP, mais les deux globalement sont confondus dans la fabrication de la politique étrangère, de porter la question palestinienne en dehors du cas des négociations directes avec les Israéliens. Étape qui est poursuivie fin 2014, au 31 décembre, avec l'accession à la Cour pénale internationale par la signature du traité de Rome. Alors, qu'est-ce que vient faire la NSU là-dedans ? Eh bien, une de mes hypothèses, mais qui a pris la forme d'une hypothèse un peu confirmée quand même, c'est que ce cabinet de négociateurs, donc on parle là principalement d'experts qui viennent de la diaspora palestinienne, donc éduqués aux États-Unis, en Angleterre, en Europe de l'Ouest généralement, et d'une très très petite élite de Palestiniens de l'intérieur, s'est fait porte-parole depuis quelques années de cette solution, qui était au début pas du tout envisagée par les caciques de l'OLP. Et c'est vraiment le travail de fond de ce cabinet qui a porté cette idée au devant de la diplomatie palestinienne. C'est aujourd'hui eux qui s'en saisissent, parce que le ministère des Affaires étrangères palestinien, par exemple, ni le ministère de la Justice n'ont les compétences juridiques pour écrire les réquisitions, les demandes. Voilà, donc pour ceux qui ont suivi ces étapes de l'histoire de la CPI en Palestine, il y a eu plusieurs rebondissements qui commencent en 2008, mais qui ont souvent échoué, notamment par une forme d'amateurisme politique. En 2008, c'est parce que les papiers signés par la Palestine ne correspondaient pas à ce qu'il fallait. Puis il y a eu un report incessant à l'intérieur du pouvoir palestinien de cette question-là. Finalement, elle arrive fin 2014. Et donc là, c'est pareil, c'est un processus que j'ai suivi avec eux. On a vraiment la question de comment ce groupe d'experts participe activement de la fabrication d'une diplomatie palestinienne qui vit son aggiornamento. C'est vraiment comment se débarrasser du poids des négociations, et c'est intéressant que ce soit le cabinet de négociateurs qui soit en charge de ça, comment se débarrasser du fardeau de la négociation sans se débarrasser de l'option diplomatique. Voilà. C'est un petit peu le paradoxe auquel ils essaient de répondre. On a souvent opposé l'idée de la mort d'Oslo avec un retour en arrière. Alors c'est une idée avec laquelle je suis farouchement opposé. Oslo, c'est pas une parenthèse qu'on va fermer. Oslo a créé 20 ans de pouvoir palestinien, et si j'en dis un mot, c'est effectivement un des sujets de recherche de plusieurs chercheurs de notre génération, c'est qu'est-ce que c'est finalement, qu'est-ce qu'il a fabriqué ce pouvoir palestinien pendant 20 ans. Il va pas partir du jour au lendemain sans laisser de traces. D'ailleurs, il va pas partir du jour au lendemain tout court. Et pourquoi j'ai raconté ça ? Bonne question. Non, mais voilà, pour faire le pont, la NSU aujourd'hui, ça devient en quelque sorte, au-delà de cette question des négociations, donc, dont ils essayent de se débarrasser sincèrement, ça devient un peu la boîte à outils de l'expertise, la boîte à outils technique de tout un tas de ministères palestiniens, du ministère de la Justice, de l'Intérieur, sur la question de la réforme du secteur de la sécurité, des affaires étrangères évidemment, de la présidence. Donc c'est vraiment, si vous voulez suivre leur histoire, c'est suivre comment un projet initialement monté pour durer quelques mois, un projet de coopération technique tout à fait classique dans les diplomaties européennes, s'est transformé petit à petit en un projet de plus en plus palestinien, parce que ça c'est aussi une des étapes de leur existence, c'est qu'en 2010, ils se débarrassent de la tutelle d'Adam Smith et ils passent sous la tutelle de l'OLP pour devenir aujourd'hui la boîte à outils intellectuelle, technique,
si vous voulez, une sorte de bureaucratie ou de cabinet d'expertise au service du projet étatique palestinien. Donc c'est cette histoire-là que j'ai essayé de décrire. Donc vous voyez, il est peu question finalement de négociation, il est beaucoup question de diplomatie, parce qu'ils s'en sont occupés très rapidement pour faire passer le message et pour essayer de le transformer en décision politique, que l'arrêt, ou en tout cas la pause dans les négociations, c'est pas la pause du processus diplomatique. Alors quand ils disent ça, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent expliquer que partir à la Cour pénale internationale, par exemple, c'est pas une opposition farouche à un jour signer un accord avec Israël. Il y a une conscience très très vive chez eux, qu'on retrouve pas d'ailleurs dans le reste du champ politique palestinien, que évidemment le point final de cette histoire sera mis par un accord signé avec Israël. C'est le message dont eux sont porteurs aujourd'hui, qui est contesté par ailleurs par d'autres acteurs, mais en disant c'est pas le moment. On ne peut pas discuter avec les Israéliens dans les conditions actuelles. Il n'y a pas de volonté de leur part, il y a une faible volonté de la nôtre d'arriver à descendre nos exigences au niveau des leurs. Et donc, faisons une pause sur ce dossier-là et allons explorer d'autres pistes. Et partir à la Cour pénale internationale, en quelque sorte, c'est se donner plus de cartes pour une éventuelle reprise des négociations. Alors, je pense qu'il faut que je finisse. Il vous reste 35 secondes. Ah, superbe. Bon, mais alors peut-être pour lancer des pistes pour la discussion, suivre cette institution, ce que je dis au début, c'est que le point de départ, le point d'intérêt, ça avait été pour moi la rencontre entre bailleurs de fonds, développement, secteur privé, etc. Et au fil de leur histoire, que je n'ai pas écrite moi-même, mais ça a été aussi les conditions d'une palestinisation, si vous voulez, d'une indégénation d'une institution éminemment internationale à ses débuts, qui est aujourd'hui une institution globalement nationalisée. Et donc ça pose plein de questions. Dans le cadre de nos recherches, ça m'a aussi amené à réfléchir à qu'est-ce que c'est de faire de la politique comme l'autorité palestinienne, parce qu'ils sont dû passer par là. C'est-à-dire on ne fait plus de la politique, on ne travaille plus selon des standards de la consultance internationale, mais aujourd'hui, on est des acteurs politiques palestiniens. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'était un regard, à mon sens, intéressant, parce que c'est des acteurs qui sont devenus des acteurs nationaux. Et donc, c'est le phénomène inverse de la plupart des travaux qui s'intéressent à ces phénomènes d'internationalisation. Moi, je vois le phénomène de retour. Et puis, ça intéresse plus généralement, et là, ça va être le pont avec ton travail, ce qu'on appelle le marché de la paix. Enfin, ce que c'est pas moi qui l'appelle ainsi, il y a plein de travaux qui s'occupent de ça. Et une des branches de ce marché de la paix, et qui trouve une résonance en Palestine, c'est la question de la mémoire. Et alors, le volant mémoriel en Palestine, en tout cas, est complètement absent de la négociation. Il existe uniquement dans la société civile, si tant est que... et en discussion et en écho avec les initiatives de la société civile israélienne. Et j'avais couvert, pour étendre mon regard sur ce champ de l'expertise de la paix en Palestine, les travaux d'une association que Thomas connaît beaucoup mieux, qui s'appelle Zochrot, qui est une association israélienne qui porte le message de la reconnaissance de la Nakba dans la société israélienne, et qui, en partenariat, c'est ça que j'avais été regarder, avec des organisations palestiniennes, a organisé en novembre dernier la première manifestation publique de quelque chose qui pourrait s'apparenter à une commission réconciliation et vérité sur le modèle chilien ou sud-africain. Et voilà, donc si vous voulez, c'est le dernier champ dans lequel s'immerge la recherche que je mène et qui me permet de faire le pont avec le travail de Thomas. C'est super pratique, moi j'avais la vie, bravo. Bonsoir. On m'entend bien, ça va? Oui, ça va. Bon. Merci donc à l'IREMO pour l'invitation, évidemment, c'est un plaisir de venir ici. Alors, avant de commencer, je ne vais pas vous mentir, je ne cache pas que mon approche par rapport au conflit israélo-palestinien et au Proche-Orient, pour ma part en tout cas, il s'est fait avant tout par une entrée militante. C'est-à-dire que c'est le milieu militant de soutien à la Palestine qui m'a amené à partir à 4 reprises au Proche-Orient. C'est important, je le dis dans mon ouvrage également, parce qu'il faut que les gens savent d'où je viens. Et ces voyages-là, ils m'ont amené en fait à 2 axes d'interrogation. Le premier axe, c'est finalement, très bien, je vais souvent en Palestine, mais je connais peu Israël. Et je me suis demandé, mais comment fonctionne la société juive israélienne? Puisque quand je rentre en France,
On entend beaucoup de gens nous expliquer que des deux côtés, les gens veulent la paix, sauf que quand on va sur le terrain, on se rend compte que c'est pas ça qu'on retient. Alors, du côté palestinien, j'ai les clés pour comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la paix, mais je n'ai pas ces clés-là du côté israélien, j'avoue. Et donc, je me suis demandé finalement comment est-ce que cette société fonctionne, la société israélienne, et surtout, autre constat, c'est que même si dans mon imaginaire, le juif israélien représentait pour moi le colon de Cisjordanie, armé jusqu'aux dents, avec une kippa sur la tête, prêt à frapper sur le premier paysan palestinien, quand on va à Tel Aviv, à Haïfa ou à Jérusalem-Ouest, c'est pas forcément la même sociologie qu'on constate. Bon. Sauf que cette population-là, malgré tout, qui est donc diverse, c'est bien celle-ci qui, lors de l'hiver 2007-2008, pardon, je me souviens plus, l'opération Pont Durci, ouais, 2007-2008, 2008-2009, merci, avait soutenu à hauteur de 78% les bombardements sur Gaza. C'est cette même société-là qui, cet été, a soutenu à hauteur de 90%, donc sans réserve ou avec des réserves, bref, les bombardements sur Gaza. Premier axe. Deuxième axe d'interrogation, c'est, je ne cache pas non plus le fait que je sois étudiant en histoire, et donc forcément, rapidement, je me suis intéressé, par des visites dans les camps de réfugiés palestiniens, à la question des réfugiés palestiniens et à la création d'Israël. Parce que je connaissais assez peu ce sujet. Hop, ça marche encore, oui. Je connaissais assez peu ce sujet, et donc comment est-ce que Israël s'est créé, d'où viennent ces réfugiés, comment ces réfugiés sont formés, etc. etc. Là-dedans, évidemment, une des premières questions qui s'est posée, ça a été la question des nouveaux historiens israéliens. Donc les nouveaux historiens israéliens, je précise, ce sont ces historiens qui, au carrefour des années 80-90, en Israël, ont remis en cause l'histoire officielle de l'État, à savoir que non, les Palestiniens, entre 1948 et 1949, ne sont pas partis d'eux-mêmes de leur terre pour devenir des réfugiés, mais c'est bien Israël et les forces sionistes à l'époque qui les ont expulsés. D'accord ? À partir de là, qu'est-ce qu'on fait en recherche ? Alors, ma directrice de recherche me disait tout le temps que quand on fait de la recherche, il faut se dire qu'on part de bases solides et on essaie d'apporter 5% de nouveautés. Bon, j'espère avoir apporté un peu plus de 5%, ce sera à vous de me le dire, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux axes-là de recherche ? La première question, c'est d'abord ce qu'on ne veut pas faire. Et moi, je ne voulais pas refaire une énième étude des nouveaux historiens israéliens. Ça a beaucoup été fait. Il y a aussi des très bonnes études en plus qui ont été faites sur cette question-là. Mais je me suis demandé plutôt, finalement, est-ce que ces thèses-là, des nouveaux historiens israéliens, est-ce qu'elles ont pénétré la société juive israélienne ? C'est-à-dire, est-ce que des sphères de la société ont pris connaissance de ces études-là ? Donc, en gros, c'était de se demander, est-ce que les Israéliens sont sincèrement ignorants de leur propre histoire et de la question de la Nakba palestinienne, ou est-ce qu'ils sont au courant et ils le refoulent ? D'accord ? Bon. Par rapport à ça, rapidement, l'étude m'a amené à m'interroger sur une autre question, finalement, c'est qu'est-ce qui empêche, finalement, les Juifs israéliens de se libérer de ce que j'appelle, moi, le poids mémoriel, c'est-à-dire qu'est-ce qui les empêche de reconnaître leur responsabilité dans l'origine de la tragédie palestinienne, à savoir donc l'expulsion des 3/4 des Palestiniens entre 1947 et 1949 lors de la création d'Israël. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille sur cette question-là, de la Nakba, de la création d'Israël, on arrive en fait à un moment clé de l'histoire. C'est-à-dire qu'on prend conscience à ce moment-là qu'on a en face de nous une tension entre deux populations, mais surtout deux idéologies totalement opposées. Et que l'un des points de départ, ou du moins le summum de cette opposition, elle apparaît là en 1948. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on interroge un Palestinien sur 1948, il va nous dire c'est la Nakba, c'est la catastrophe. C'est ce moment où on a été expulsé de notre terre. C'est le moment où notre peuple a vécu la barbarie coloniale, le sioniste, etc. etc. À l'inverse, quand on demande à un juif israélien qu'est-ce que c'est pour lui 1948, c'est l'inverse. C'est leur moment de gloire. C'est ce moment où ils ont été courageux, fiers, beaux, où ils ont réussi à sortir de ces pages de l'histoire où on les avait mis en tant que victimes antisémites pour devenir des héros d'une guerre d'indépendance, finalement. Alors, là-dedans, finalement, ma question donc, qui est venue à se poser, qui a animé cette recherche-là, c'est pourquoi, au final, les Israéliens refusent leur responsabilité ? Et ce que j'ai pu conclure, en tout cas c'est mon hypothèse, que je vais vous soumettre ici, après on pourra en débattre, c'est que si on étudie les raisons pour lesquelles les Juifs israéliens
n'arrivent pas ou ne reconnaissent pas leur responsabilité dans le Nakba, on peut presque prendre ces raisons-là et les appliquer, toute proportion gardée, aux autres moments de l'histoire qui ont vu Israël se dédouaner de toute responsabilité dans le conflit. Alors, c'est ce que j'appelle, je ne suis pas non plus un éminent chercheur encore, je ne suis même pas encore en doctorat, mais voilà, ça revient. C'est ce que je nomme les 3 paradigmes de la société juive israélienne. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a que 3, mais on m'a aussi appris qu'en faisant des recherches, il faut faire des concepts. Il faut conceptualiser pour que les gens comprennent ce qu'on veut dire. Alors, j'en ai pris 3 qui me paraissent les plus significatifs. Le premier, c'est simplement le sionisme. Alors, je ne dis pas ici le sionisme dans sa totalité, mais une certaine frange de l'idéologie sioniste, celle en tout cas qui a pour idée que la terre de Palestine appartient nécessairement aux Juifs, que lorsque les Juifs sionistes vont arriver là-bas, ils vont hériter de cette terre. Pourquoi ? Parce que cette idéologie-là et cet aspect-là du sionisme signifie en fait que la terre de Palestine, elle est vide. Mais elle n'est pas vide d'habitants, elle est vide de propriétaires légitimes. Et que dans ce cadre-là, lorsque les sionistes arrivent là-bas, autochtones ou pas autochtones, arabes de Palestine ou pas arabes de Palestine, peu importe. Cette terre nous appartient. Et donc, si on doit en hériter par la force, on le fera. Et donc, dans ce cadre-là, il faut bien comprendre que la question d'un Nakba, évidemment, elle remet en cause une idée phare, c'est que 48-49, ça n'a pas été simplement une guerre. Ça a été aussi vous, en tant que force, qui avez expulsé un peuple. D'accord ? Bon. Deuxième point de ces 3 paradigmes, c'est ce que j'appelle la formation du soldat citoyen, c'est-à-dire que les jeunes juifs israéliens sont formés pour, à 18 ans, partir faire leur service militaire. D'accord ? Et dans ce cadre-là, évidemment, on peut douter de la volonté d'Israël de faire en sorte que ces futurs soldats, arrivés à 18 ans, aient une certaine forme d'empathie pour les Palestiniens. Évidemment. Mais dans ce cadre-là, évidemment, il faut aussi motiver ces troupes à combattre. Et l'un des facteurs, c'est leur apprendre la pureté de l'armée israélienne. Le fait que cette armée est une armée éminemment défensive. Une armée qui, si parfois elle peut dépasser un peu la ligne rouge, elle le regrette. C'est une armée morale. Et dans ce cadre-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si demain on reconnaît la Nakba en tant qu'histoire, en tant que fait historique, c'est-à-dire que demain, admettons, Israël arrive à l'ONU, ils disent écoutez, voilà, en 1948, on a déconné, on a expulsé les 3 quarts des gens, ça a été une catastrophe, on le reconnaît, on est prêt à s'excuser. Ça, évidemment, c'est un acte iconoclaste pour Israël. Ça remet en cause l'ensemble presque de l'idéologie. À savoir que ce jeune futur soldat n'apprendra pas forcément à l'école uniquement le caractère victimaire de l'histoire juive, qui existe évidemment, mais il devrait aussi du coup apprendre ces moments où son peuple, sa population a aussi été bourreau. Le troisième point, c'est ce que j'appelle l'instrumentalisation mémorielle, c'est-à-dire que je reconnais de fait le lien entre Israël ou la population juive israélienne et la Shoah, le génocide des Juifs, mais dans le même temps, j'exprime aussi, d'une certaine forme, la manière par laquelle l'État d'Israël instrumentalise cette mémoire afin de faire de la Shoah non pas un événement historique qui serait universaliste, à savoir une leçon d'histoire politique, à savoir regarder vers où mène le racisme, vers où mène l'extrémisme, etc., mais plutôt un événement qu'on pourrait qualifier de extra-historique, à savoir finalement quelque chose qui peut se reproduire. À savoir que pour Israël et pour l'idéologie sioniste, la Shoah n'est pas cette leçon universelle, c'est au contraire le symbole de l'antisémitisme des peuples. Regardez pourquoi est-ce qu'on doit vivre ensemble, parce qu'il va nous exterminer. Et lorsqu'on prend en fait finalement cette question de la Shoah en Israël et qu'on analyse comment l'État d'Israël la manipule, on se rend compte qu'elle est ressortie à tout va. Et qu'en ressortant cette histoire-là, finalement, Israël brise également d'une certaine forme la singularité de la Shoah, puisque lorsque, en mai 1989, Yasser Arafat arrive à Paris pour être reçu pour la première fois à l'Élysée, qu'on va interviewer l'ambassadeur d'Israël en France, qu'est-ce qu'il dit ? J'ai l'impression de revoir Daladier qui va voir Hitler et qui signe l'accord de Munich.
lorsqu'actuellement on explique à Netanyahou, alors vous pensez quoi de l'accord entre Obama et l'Iran, ou l'accord qui va arriver, qu'est-ce qu'il explique? À demi-mot, on donne à l'Iran les moyens d'une nouvelle Shoah ou d'un nouveau génocide. Bon. Là-dedans, et j'ai bientôt terminé, là-dedans, j'admets que tout ça peut sembler un peu théorique ou trop conceptuel. À savoir, oui d'accord, mais finalement tu n'as fait de la recherche qu'en étant à Paris derrière un bureau. Non, je refuse qu'on me dise ça. Mon terrain à moi, il m'a mené d'abord à réfléchir qu'est-ce que Israël aujourd'hui dit de la Nakba. Et donc, première étude, ça a été d'étudier les musées israéliens. Voir dans ces musées-là, qu'est-ce qui est dit finalement. Premier aspect. Le deuxième aspect, ça a été de suivre les travaux de 2 organisations juives israéliennes, je précise bien. La première, comme l'a dit mon collègue, c'est l'association Zorot, une association donc juive israélienne qui considère que la paix passera nécessairement par la reconnaissance par les juifs israéliens de la Nakba. D'accord ? Et donc, en ce sens, ils essaient d'enseigner la Nakba à leurs compatriotes. Ils font des événements pour rappeler à leurs compatriotes ce qu'est la Nakba, ce qu'est l'expulsion des Palestiniens. Et à l'opposé, une association estudiantine israélienne qui s'appelle Im Tirzu, qui veut dire en hébreu « si vous le voulez », enfin, on peut le faire, on peut y aller. Et cette association-là, c'est intéressant parce qu'à l'inverse, eux, ils font un petit peu la chasse. Alors bon, la chasse, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas, ils guettent dans les universités notamment, les professeurs ou les étudiants qui manifesteraient un intérêt un peu trop fort pour l'histoire palestinienne et notamment pour la Nakba. Et donc eux notamment, ils ont organisé une campagne entre 2010 et 2011 en Israël qui s'appelait donc Nakba Arta, qui avait pour volonté d'expliquer aux étudiants israéliens la Nakba c'est un mensonge, ça n'a pas existé. Rappelez-vous, les Palestiniens ont fui. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on leur demande à eux pourquoi est-ce qu'ils font une campagne sur ça parmi tous les sujets qui existent dans le conflit, il y en a une multitude de sujets conflictuels. Pourquoi vous utilisez la Nakba? Ils vous expliquent que pour eux, c'est l'acte fondateur. C'est par là qu'il faut commencer. Et surtout, ils expliquent qu'aujourd'hui, selon eux, tous nos travaux ou toutes ces théories des nouveaux historiens, parce que pour eux c'est des théories, ce n'est pas de la vérité, a affecté la jeunesse israélienne au point qu'elle n'a plus cette flamme du sionisme, et donc ils en veulent pour preuve 2 éléments, donc je vous laisse les réfléchir dessus. Le premier, c'est que les jeunes juifs israéliens n'ont pas été assez motivés en 2006 quand ils ont été attaqués le Liban, ils n'étaient pas assez prêts à vouloir tuer les gens du Hezbollah, c'est en gros ce qu'ils vous disent. Et le deuxième point, c'est pareil, c'est cette jeunesse qui n'est plus autant volontaire à prendre les armes et à les combattre. Bon, voilà. Là-dedans, quelle conclusion est-ce qu'on peut faire ? Une des conclusions que j'aime ressortir, parce que je trouve que ça donne une certaine interdisciplinarité et de ne pas rester dans notre canton d'histoire, etc., c'est que finalement, Israël peut s'apparenter à une théorie freudienne. C'est-à-dire que je ne dis pas que tous les juifs israéliens doivent demain faire de la psychanalyse, c'est pas ça que je dis, mais je dis que dans cet état des choses, il y a finalement quelque chose de freudien. C'est-à-dire que Freud parle de ce qu'on appelle le retour du refoulé. Freud explique que finalement, dans notre histoire, on a tous des moments, disons, dérangeants, qu'on enfuit au plus profond de nous-mêmes, d'accord ? Et on fait tout pour pas qu'ils ressortent. Là-dedans, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, certes, Israël, aujourd'hui, même si de manière théorique, c'est possible de remettre en cause la légitimité d'Israël, cependant, Israël, on a une impression quand même d'un État-nation de fait. En tout cas, un État qui est enraciné. Ce que je dis moi, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier, si on veut comprendre l'histoire, qu'Israël demeure un État conçu de manière coloniale, avec des pratiques coloniales à la guerre des Palestiniens. Et j'en veux pour preuve, l'un des aspects de cette pratique-là, c'est la volonté de nier à l'autochtone, aux Palestiniens, le droit d'avoir une histoire. Le fait de considérer que c'est à nous, Israël, d'écrire l'histoire des Palestiniens. Et quelle histoire on leur écrit ? On leur explique que soyez heureux qu'on soit là, parce qu'avant, il n'y avait rien. Vous étiez ici, mais sur cette terre, il n'y avait que des cailloux, que des bêtes. Nous, on est arrivés et on a fait fleurir le désert. Et là-dedans, la théorie donc freudienne que j'essaie d'expliquer, c'est que cette histoire-là, il faut qu'elle soit mise au devant de tout le monde. Il faut que tout le monde y croie. D'accord ? Et lorsque certaines personnes, que ce soit les nouveaux historiens israéliens, que ce soit Zorot, que ce soit la jeunesse palestinienne qui manifeste pour ses droits, donc qui refuse en fait qu'on leur écrive leur propre histoire, ou par exemple la jeunesse palestinienne d'Israël
qui, chaque année, organise, au moment de la fête nationale en Israël, des moments de commémoration de Nakba. Et bien en fait, tout ça, c'est comme le retour de cette histoire qui est refoulée en Israël. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce que dit Freud? Freud nous dit que face à ça, face à ce retour de cette histoire, il y a deux solutions. La première, c'est l'accepter, donc se libérer, le reconnaître, et quitte à en payer le prix. Ou la deuxième, c'est le refouler. Par tous les moyens, continuer à l'enfuir. Mais dans ce cas-là, nous dit Freud, on risque la démence. Bon. Le problème aussi, et je termine sur ça, c'est que on peut finalement comprendre dans cette espèce de retour de l'histoire la peur panique en fait des Israéliens. Pourquoi est-ce que l'armée israélienne réprime avec une telle violence des manifestations pourtant pacifiques? Je pense que c'est aussi lié à ça, la peur de revoir cette histoire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a en Israël, il est vrai, un certain désintérêt pour la politique, au point de dire, écoutez, les Palestiniens, on ne veut plus les voir, mettez-les derrière un mur d'ailleurs fictif ou réel, hein, parce qu'il y a un mur, voilà. C'est aussi pour ça. C'est cette question aussi de peur envers la Nakba. Et pourquoi? Et je terminerai donc vraiment sur ça. Parce que quand on parle de la Nakba en Israël, ça rappelle deux choses. La première, ça rappelle aux Juifs israéliens qu'en 1948, certes, il y a eu un partage de la terre, on le reconnaît. Mais cette terre, elle ne vous a pas été donnée vite tout entière. C'était un partage. Et aujourd'hui, c'est vous qui ne respectez pas le partage. Et le deuxième point, c'est que quand on parle de Nakba, nécessairement, on parle de qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qui a disparu. Et quand on comprend qu'est-ce qui a disparu, on comprend que l'histoire qui est censée dire que les Palestiniens n'avaient rien avant et qu'Israël a tout créé, elle est fausse, totalement fausse. Puisque avant la création d'Israël, il y avait en Palestine une population plurielle, avec des juifs, des musulmans, des chrétiens, des athées, des non-croyants, etc., qui vivaient dans une harmonie, certes, toute relative, hein, je n'enjolisse pas les choses, mais qui pourtant existait bien. Et que c'est ça qui a fait disparaître cette harmonie-là, c'est le projet sioniste et c'est la création d'Israël notamment. Voilà, je vous remercie. Bien, écoutez, je crois que c'était très intéressant, non? Et moi, j'ai beaucoup appris. Et quand ils disent notre génération, la mienne en prend un coup, du coup. Et je me dis, effectivement, je ne voyais pas les choses comme ça. Ou bien quand vous parlez d'Oslo, c'est vrai que moi, je l'ai vu venir, même bien avant. Et pour moi, c'est une parenthèse. Et vous le prenez comme étant un État qui est presque dépassé. Enfin, c'est assez passionnant de voir, effectivement, quand on dit qu'il y a des regards différents. Je trouve que ça va assez loin, en fait. Et j'étais vraiment intéressé par ce que vous avez dit. Bon, sur ce que vous avez dit sur la Nakba et convoquer Freud, c'est quelque chose aussi de tout à fait intéressant. J'étais dans un débat un jour, il n'y a pas si longtemps, où il y avait d'un côté le président français et de l'autre côté le président israélien. Et je ne sais pas pourquoi le président français a dit en France, nous avons tout. Et il a fait tout un discours pour montrer que la France pouvait offrir des choses, etc. Bon, et Shimon Peres, qui était donc à ce moment-là président d'Israël, il ne l'est plus depuis pas si longtemps, un monsieur qui a 92 ans ou quelque chose comme ça, et il a fait un discours en anglais qui était assez intéressant, disant « Vous avez tout, et nous, notre chance, c'est qu'on n'avait rien ». Et ça m'a beaucoup frappé, cette formule. Il a commencé « Nous n'avions rien quand on a créé Israël », et il a continué « We have mosquitoes ». Et cette phrase m'a beaucoup touché, parce que mosquitoes, quand même, il y avait plus que des moustiques au moment de la création d'Israël. Et dans une réunion très officielle, enfin, et toute récente, c'était il y a 2 ans, en 2013. Donc voilà, c'est des choses quand même assez qui ont du sens. Enfin, bref, bon, je me tais. C'est pas moi qui. Je vous laisse la parole pour discuter avec donc la jeune génération là. Alors la jeune génération continue. Alors allez-y. J'ai une question pour Mathieu. Est-ce que, à ton avis, les Israéliens perçoivent le Liban Sud et le plateau du Golan comme un front unique? Alors, merci. Vous m'entendez? Alors, je pense que dans l'absolu, on pourrait répondre oui à ta question. Donc, alors, pour essayer de contextualiser un petit peu la question qui vient d'être posée, vous connaissez tous l'arsenal, ou en tout cas la structure militaire du Hezbollah au Liban Sud, qui va être essentiellement constituée de caches, d'une présence systématique de combattants à la frontière qui attendent soit l'invasion israélienne, soit éventuellement d'être ordonnés de se projeter de l'autre côté de la frontière, enlever des soldats ou poser une mine, ou peu importe, donc qui attendent tout simplement un conflit éventuel.
Ça, c'était la réalité avant 2011, donc avant le début du conflit syrien, puisque de l'autre côté de la frontière, du côté du côté syrien de la frontière libano-syrienne, vous n'aviez rien, uniquement une présence militaire de l'armée syrienne, du régime alawite, qui était présent à cet endroit et qui assurait l'exercice de la souveraineté dans la région. Progressivement, à partir de la fin de l'année 2013, début de l'année 2014, face à la dynamique assez conséquente de l'opposition syrienne, soit-elle modérée ou salafite djihadiste ou autre, dans toute la région du Golan, notamment à Quneitra, notamment sur toute la frontière, dans le sud de Deraa, dans les environs de Soueïda, l'Iran, le régime syrien, mais spécifiquement l'Iran, va décider de projeter le Hezbollah dans cette région. Le Hezbollah va progressivement s'installer à la frontière libano-syrienne et notamment dans les environs de Quneitra et chercher à reprendre du terrain sur l'opposition syrienne. Le climax de cette présence progressive du Hezbollah sur le plateau du Golan, c'est le 18 janvier 2015, c'est-à-dire très récemment. Israël, alors en Israël, tous les acteurs vous diront non, mais alors un pays qui n'est probablement pas Israël, mais en tout cas des gens avec des hélicoptères sont allés à la frontière tuer 2 généraux iraniens, le commandant de la région golanaise et par ailleurs un observateur, plus 6 militants du Hezbollah, et pas n'importe lesquels, puisque le fils d'Imad Mournier, ancien responsable des opérations spéciales du Hezbollah à l'étranger, figure du Hezbollah, son fils Jihad va se faire tuer lamentablement à la frontière lors d'un raid d'hélicoptère. En l'occurrence, Jihad était peut-être prévu à terme pour succéder à Nasrallah. C'est pas n'importe qui. En termes symboliques, il est extrêmement important au Liban. D'ailleurs, on travaille, mais il faut rigoler un peu. La blague en Israël, lorsqu'il y a eu l'assassinat de Jihad Mournier, c'était regardez, ils ont à nouveau capturé Gilad Shalit, puisqu'il a la même apparence. Donc c'était la blague en Israël entre guillemets, de se moquer à la fois de Jihad Mournier, sa apparence, vous savez, un visage très blanc, et de l'autre côté de Shalit. En l'occurrence, à côté de cette présence du Hezbollah, et donc de l'assaut qui a été mené par Israël, le Hezbollah va prolonger sa présence, sa structure militaire libanaise sur la Syrie. Et donc il va y installer progressivement des caches. Donc actuellement, sur le Golan, vous avez des caches du Hezbollah qui sont construits sur un modèle qui est à peu près comparable à celui du Liban et va assurer une présence. Donc oui, le Golan est en train de se désigner, de se dessiner comme étant un prolongement de la frontière du Liban Sud, ce qui bien évidemment pose un certain nombre de problèmes à Israël, qui est face à la fois au Hezbollah qui s'installe à sa frontière, et de l'autre côté à la présence d'éléments armés, certes avec lesquels il a des échanges, mais des échanges limités, et qui peuvent à terme être une menace. Donc vous avez 2 menaces qui se répondent entre elles, et qui s'installent à la frontière, donc ce qui est un dilemme perpétuel, et l'État d'Israël, pour chaque décision, va être dans un dilemme systématique, pour chaque opération. Voilà. Merci. Alors, j'ai des questions pour plusieurs d'entre vous, mais je voudrais commencer par... quel est votre Thomas ? Thomas, je regrette un peu que votre intervention soit un peu plutôt une série d'opinions personnelles plutôt que historiques. Ça, j'avoue que je suis un peu déçue. D'autant que je pense qu'effectivement, le sujet de la Nakba, je ne sais pas comment il faut dire, mais est vraiment important aujourd'hui parce que je crois que moi, j'ai vécu il y a très longtemps en Israël et il n'était absolument pas question à ce moment-là, dans les années 70-80, que ce terme qui est issu de l'histoire palestinienne soit à ce point généralisé. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est généralisé et peut-être que vous pourrez me dire s'il est généralisé dans la société israélienne, si ce concept, quelque part, ce mot est entendu. En tout cas, ce que je sais, moi, aujourd'hui, c'est qu'il y a une législation, il y a des propositions de législation pour interdire l'usage de ce mot. Donc ça, déjà,
ça aurait été bien de parler, par exemple, de ce projet de loi, ou je ne sais pas si c'est un projet de loi véritable encore. Voilà. Deuxièmement, ça prouve bien quand même qu'il y a des choses qui évoluent beaucoup dans la société israélienne. Et notamment, je suis un peu les discours de Ayman Odeh ces derniers temps, depuis qu'il est élu à la Knesset. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, systématiquement, il oppose l'histoire des Israéliens, et Dieu sait qu'au mois de mai, il en existe des journées de commémoration au mois d'avril et au mois de mai en Israël. Il oppose systématiquement l'histoire israélienne juive à l'histoire israélienne, palestinienne, arabe, je sais pas, pour élargir. Donc la Nekba, il en parle lui aussi. C'est ça aussi, si vous voulez, quelque part, ça commence à s'entendre à la télévision, partout, dans la société israélienne. Donc il y a quand même une grande évolution par rapport à la conception qu'Israël a de lui-même. Ça ne veut pas dire que pour autant les choses vont changer, qu'il va y avoir un État palestinien, qu'il va y avoir la paix, qu'on va s'aimer, mais en tout cas... on est un peu loin des choses schématiques que vous avez dites. Par ailleurs, pour la Syrie, je n'ai pas très bien compris aujourd'hui quelle est la position d'Israël par rapport à la Syrie, malgré tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire que, est-ce que Israël... On s'excuse profondément. Est-ce que Israël attend de voir? Mais quels sont ces scénarios? Parce que vous avez, oui, parce qu'il doit y avoir 2 scénarios possibles, mais en même temps peut-être plus. Mais vous avez dit que Israël était l'ennemi de la Syrie, mais la Syrie aussi a toujours été l'ennemi d'Israël. Hein, c'est complètement équivalent. Voilà. Donc, est-ce qu'ils ont des scénarios intéressants pour eux dans les 2 cas de figure? Et qu'est-ce qui va se passer avec le Golan, par exemple, à ce moment-là? Est-ce que le Golan est complètement, définitivement devenu israélien ou pas? Tout dépend de la Syrie aussi. Tout dépend de la Syrie aussi. Et puis, pour terminer, la NSU, ou Negotiation Support Unit, ça, je n'étais pas du tout au courant. Je vous remercie de nous avoir raconté cette histoire extraordinaire. Mais ça veut dire que à l'origine, la diplomatie palestinienne échappait complètement aux Palestiniens et qu'aujourd'hui, ils se la réapproprient. Et qui sont ces personnes qui font partie de cette j'allais dire, de cette autorité palestinienne, mais donc de ce corps, de cet organisme de négociation qui m'a l'air d'être quand même un peu plus qu'une boîte à outils. Voilà. Alors, pas de problème. Très bien. On en a tous pris pour notre grade. Oui. Pas de problème. Alors, pas de problème. Alors, je vous remercie d'accord. Je vous remercie de m'avoir tendu cette perche. Alors, excusez-moi, je vais continuer d'opinion personnelle. Je m'excuse vraiment, mais je vais continuer sur ça parce que c'est peut-être ce que je sais faire de mieux. La question qui se pose. Pourquoi, en 15 minutes, je n'ai pas pu parler de l'évolution d'Israël? C'est simple, je vais vous donner quelques faits. En 4 minutes, pas de problème. Lorsque les nouveaux historiens publient leurs livres en Israël, au carrefour des années 87-88, pour les premiers bouquins, il y a en Israël une vraie évolution qui va arriver durant le moment d'Oslo. Un exemple, des nouveaux historiens israéliens, comme Ilan Pappé, vont être invités, en 93-94, à re-rédiger les manuels scolaires israéliens. Certains. Il va y avoir, dans certains manuels scolaires israéliens, l'entrée, non pas du terme Nakba, ou du moins, on va dire, la Nakba, histoire palestinienne. Donc, en gros, pour les Israéliens, ce n'est pas leur histoire non plus. Mais on va quand même préciser que, oui, il y a eu des expulsions. Sauf que, pourquoi en 15 minutes, je ne peux plus en parler, mais j'en parle dans le livre, ne vous inquiétez pas. Tout simplement parce que, après les années 90 et la seconde intifada, il y a, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les sociologues israéliens, de même, il y a un retour d'Israël 20 ans en arrière. Pourquoi? Parce que lorsque Ariel Sharon est élu en 2001,
quelle est une des premières motions qu'il met en place avec Limor Lovnat, sa ministre de l'Éducation? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit il faut retirer ces manuels scolaires-là, il faut enseigner aux jeunes juifs israéliens l'histoire du sionisme et non pas l'histoire des Arabes. Et tout ce processus-là, qui certes, j'avoue, il y a eu une évolution, mais l'évolution, elle arrive où? Et si on reparle de Freud, c'est que cette histoire, elle revient. Comment est-ce qu'on la refoule? On retire les manuels scolaires et en mars 2011, vous avez bien fait de le dire, en mars 2011, Israël a fait passer un amendement à sa loi du budget qui dit que est interdit en Israël de commémorer la Nakba le jour de la fête nationale. Donc si vous appelez ça une évolution, je ne sais pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui en Israël, le mot de Nakba, alors après c'est une sorte de concept, le mot de Nakba, il s'est démocratisé. C'est-à-dire que c'est un mot qu'on emploie pour parler d'une catastrophe ou parler de la fin d'Israël. Par exemple, lorsque des extrémistes d'extrême droite en Israël, etc., veulent exprimer le fait qu'une loi qui va être votée va à l'encontre du sionisme, parfois ils vont même dire « vous faites une nouvelle Nakba ». Certes, mais est-ce que ça veut dire pourtant qu'Israël reconnaît sa responsabilité dans les expulsions? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce qu'on parle de Nakba qu'on reconnaît le fait. Maintenant, moi... Ben bien sûr, mais le problème c'est qu'il est décédé. La question c'est que... oui. Non mais la question c'est que mon livre et que l'étude que j'ai faite ne traite pas de l'épistémologie du mot Nakba, sinon je pense que vous ne seriez même pas là à venir m'écouter, mais plutôt de la mémoire des Palestiniens en Israël, comment cette mort elle est traitée. Voilà, et donc je vous remercie de votre question, ça m'a permis d'en rajouter encore un peu plus. Merci. Je vais faire le pont avec ta réponse pour vous dire qu'effectivement, cette évolution que vous décrivez, elle s'est manifestée pour moi dans le retour en arrière que Thomas mentionne, lors de cette commission dont je vous parlais très, très brièvement à la fin de mon intervention, où Zochrot, qui était à la pointe du combat pour imposer le mot de la Nakba dans le discours public israélien, le remplace en parlant d'événements de 48. Et il le remplace pourquoi? Il le remplace en disant sinon on n'aurait pas un témoignage de combattants sionistes de l'époque. Alors ça résonne déjà pour nous parce que ce mot nous interpelle, et ça résonne aussi en tant que Français parce que événement, ça nous fait penser à cette expression tragique d'événements d'Algérie, les événements d'Algérie, qui est l'euphémisme qu'on traîne depuis 50 ans. Donc je suis pas persuadé que si ce mot aujourd'hui est connu, ça soit pour autant une véritable réappropriation et une reconnaissance de ce qu'il veut dire dans le regard palestinien. Mais bon, on va laisser la Nakba de côté, je vais vous répondre sur la NSU. Merci pour votre question, elle est plus brève que celle de mes camarades, donc je vais prendre moins de temps. Oui, c'est un des points sur lesquels je travaille, effectivement, c'est la délégation de la fabrique de la politique étrangère palestinienne, qui est résumé en une phrase par un des anciens consultants que j'ai interviewé, qui me dit « Les Anglais en savaient bien plus que les Palestiniens sur leur diplomatie ». Ça pose d'immenses questions en termes de sécurité, d'une part, en termes de qu'est-ce que c'est que cette autorité palestinienne qui est incapable de savoir ce que c'est que sa diplomatie. Ça pose des tas de questions sur aujourd'hui, mais plus largement, plus que le cas palestinien, qu'on essaye aussi d'extraire de son exceptionnalité, de cette rencontre qu'on décrit entre l'expertise, l'aide au développement. Finalement, quand on a ce reflux des États, on n'a pas pour autant un reflux des compétences étatiques qui sont assurées par d'autres acteurs, donc là des agences de développement, des sociétés privées, et qu'est-ce que ça nous raconte de l'évolution de la forme de l'État dans ce monde contemporain. Et là le cas il est criant parce qu'on est allé s'attaquer à une des pierres angulaires de l'idée qu'on se fait d'un État, sa capacité à penser sa diplomatie et son rapport au monde. Donc oui, c'est évidemment une caractéristique de cette première période jusqu'en 2010, qui s'atténue à partir de 2010, mais je dirais qu'elle s'atténue aussi parce que l'ambition du projet est moindre. Je veux dire, arrivé même avant 2010, il était assez banal de parier sur un report des négociations. Donc la question avait moins d'intérêt. La question de cette fabrication-là de la diplomatie avait moins d'intérêt. Et on pourrait même mettre comme hypothèse que c'est parce qu'elle avait moins d'intérêt qu'elle a pu revenir dans le giron palestinien. Mais là, ça serait repartir sur des heures de discussion. Et le deuxième point de votre question sur qui sont-ils, alors qu'était... voilà, quand je disais que je fais de la sociologie politique, c'est évidemment s'intéresser à l'acteur. Ce que j'ai dit très brièvement au début, c'est alors qui sont-ils? C'est d'abord des jeunes Américains et Européens, pour beaucoup d'origine palestinienne. Alors ça, c'est pris aussi dans un grand... dans un sens assez large. Être diasporiquement palestinien, ça veut dire plein de choses et rien quand on est face à un recruteur. Ça veut dire qu'on est
syrien par exemple, parce que globalement on n'était pas loin, parce qu'on parle vaguement le même langage, etc. Voilà. Donc c'est globalement des Arabes de la région qu'on grandit aux États-Unis et en Europe. Ça c'est pour la première génération, et l'effort de palestinisation que je vois, c'est un recrutement qui est de plus en plus des élites de l'intérieur, avec comme condition qu'elles aient passé un moment à l'étranger pour la question de la maîtrise de la langue et d'un certain nombre de savoirs, voilà, qui postulent plein de choses sur qu'est-ce qu'on apprend à Harvard et qu'on n'apprend pas à Birzeit. Oui, alors c'est pas de l'Union européenne, c'est de pays européens. Les Anglais se sont d'ailleurs désengagés, mais on pourra dire plein de trucs. Les Anglais se sont désengagés en janvier parce qu'ils veulent pas soutenir l'effort vers la compagnie internationale. Voilà. Et ça passe par le PNUD. Et ça, juste une question complémentaire avant de passer là. Ouais. Je ne vous vois pas la parole, Mathieu. C'est juste ce que vous dites sur cette entre guillemets, boîte à outils qui pose des problèmes énormes à la diplomatie palestinienne, qui n'en est pas une finalement de manière autonome. Mais la question que j'ai envie de poursuivre, c'est quid de l'appareil diplomatique? Parce qu'on a le fond de la pensée diplomatique, mais l'appareil diplomatique, c'est quoi? Ce sont des diplomates que vous connaissez, que je connais, et je suis toujours frappé par, disons, les limites des diplomates palestiniens. Donc est-ce qu'il y a aussi un travail de formation de ces hommes et de ces femmes qu'on envoie un peu partout et qui ne sont pas toujours d'une compétence affûtée? Alors, la NSU ne s'occupe pas de la formation de ces cadres diplomatiques qui sont, pour certains, formés dans des programmes sponsorisés. L'Espagne, à un moment, s'était engagée dans la formation de diplomates palestiniens, notamment ceux qui sont allés après servir en Amérique du Sud. Bon, la diplomatie palestinienne, comme tous les autres secteurs de la vie publique palestinienne, pêche pour plein de raisons, et l'une des premières manifestations qu'on voit, qui sont la crise budgétaire permanente, fait que les diplomates qu'on connaît sont en poste pour non pas 4 ans comme la plupart des diplomates, mais 10 ans, parce qu'on n'a pas les moyens de faire tourner les postes diplomatiques. Donc on a des gens qui sont vraiment installés dans les pays où ils sont, ce qui n'est pas une garantie par ailleurs, effectivement, ni d'une bonne compréhension du pays dans lequel ils sont, ni d'un retour satisfaisant pour l'autorité palestinienne. Donc on a quelque part un encroûtement de la classe diplomatique palestinienne à l'étranger et aucune centralité. C'est-à-dire que les dossiers sont vraiment divisés. On va avoir tout un tas de compartiments politiques de l'OLP, de l'autorité, qui vont s'occuper de ce qu'ils appellent les affaires régionales, qui sont les affaires arabes. On va avoir tout un autre secteur qui va s'occuper des affaires européennes et américaines, et puis on a le reste, qui n'est pas très important, finalement, pour eux. Et ces compartiments ne se parlent pas, ces compartiments ne sont pas issus des mêmes rangs, historiquement, de l'OLP et de l'autorité palestinienne, donc on a vraiment des traditions diplomatiques en plus, pas une, des traditions diplomatiques différentes au sein de cette classe-là, avec, bon, si on prenait l'exemple français, on a quand même dans la représentation ici, 1 ou 2 personnes de bonne volonté, de calibre, enfin diplomatiquement satisfaisant, mais ils ne sont pas la majorité de l'espèce, c'est vrai, et surtout il n'y a pas les moyens de les former. Et puis, et ça, en dernier retour, ça revient sur notre question, il n'y a pas de doctrine diplomatique palestinienne. Voilà. Donc ils n'ont pas de bateau auquel se raccrocher. Il n'y a pas de doctrine, et c'est vraiment, quand on voit, bon, là, on a beaucoup parlé d'elle récemment parce qu'elle a démissionné, Leila Shahid, qui était une des représentantes les plus connues de la Palestine internationale, qui a été ambassadrice ici puis auprès de l'Union européenne, s'est faite sa pensée diplomatique en quelque sorte. Elle s'est frottée aux institutions de l'Union européenne, elle en a dégagé une réflexion sur comment la Palestine devait penser l'Union européenne, et c'est parce que, et ça je pourrais vous citer des exemples absolument effarants, de conseillers de la NSU qui signent des documents au nom de l'OLP qui sont des demandes sécuritaires et économiques de l'OLP adressées à l'Union européenne, dont l'OLP n'a même jamais entendu parler, parce qu'il y a quelque part un désintérêt par méconnaissance du fait diplomatique et une absence de moyens pour supporter l'écriture d'une doctrine et la formation de ces cadres. Et il faudrait juste rajouter, mais alors ça nous emmène au débat, mais je vous donne la parole, Mathieu. C'est très intéressant, c'est ce que j'appellerais le mimétisme. C'est-à-dire qu'en fait, le système fonctionne comme si c'était un service diplomatique, alors qu'en fait, ça n'en est pas un pour la raison que vous avez expliquée. Mathieu. Désolé. Pas de souci. Alors j'avais 4 questions et 4 minutes, je vais en rajouter une pour appuyer ce que disait Thomas, comme ça fera 5 minutes pile.
sur la spécificité, ce que moi je perçois comme étant la spécificité de l'État d'Israël et qui est intéressante à étudier justement dans le cadre de cette soit destruction, appropriation ou dévitalisation de la mémoire de la Nakba. Il va sans dire que la construction d'une nation ne va pas sans l'accompagnement d'un roman, le roman national. Donc là, on est dans Hobsbawm, on est dans nos amis dans la mythologie, voilà. Alors, chaque nation, et tout particulièrement européenne bien évidemment, chaque nation va devoir expurger de sa création nationale les éléments affreux qui ont conduit à son émergence et va devoir sublimer ce qui a conduit à servir ce roman national. Alors, l'exemple français est actuellement très intéressant. Récemment, l'extrême droite, alors Philippot, je crois, ou Marine Le Pen, a évoqué la question du génocide des Chouans, hein, des Vendéens. Bon, génocide avéré, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été massacrées dans le prolongement, dans les années 90 particulièrement. Les Vendéens ne sont pas les seuls, la Bretagne a été touchée, Toulon, je veux dire, avec la participation de puissances étrangères à une guerre. Et donc, on va, après ce génocide qui est arrivé, bon, plusieurs dizaines de milliers de morts tout de même, on va devoir l'expurger du roman national. Sauf qu'on est en 2015, c'est-à-dire qu'on a 2 siècles et demi qui se sont produits, et donc on est vraiment sur le temps très long qui permet de légitimer ou délégitimer un élément. Avec Israël, c'est différent. On est en 1948, il y a 70 ans. Donc on peut, et Israël est un des rares États au monde où on peut observer ça. Je ne vous parle pas d'éléments simples, de la création d'identité nationale. Je vous parle de quelque chose de très fort. Il y a peu d'États, hormis Israël, observables. Il y en a quelques-uns quand même sur l'échiquier mondial, où on peut observer si proche la manière dont un État, une nation, va chercher à nettoyer de son histoire quelque chose d'aussi fort. Et je serais curieux de savoir comment, entre on va dire 1795 et 1850, ou 1870, hein, même pendant la Troisième République, comment on va nettoyer. Alors peut-être qu'il y a aussi, aujourd'hui on a moins de capacité à échanger, à avoir des informations, à se renseigner, etc. Mais comment le roman national français va nettoyer les Vendéens de son histoire. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça très intéressant de... Voilà. C'était effectivement 1 minute, je suis désolé. Deuxième chose, sur la position de l'État d'Israël par rapport à la Syrie aujourd'hui, elle est très simple. Il n'y a pas de position officielle, il n'y a pas de soutien au régime, il n'y a pas de soutien à l'opposition. Officiellement, il n'y a de soutien à personne. Il y a bien évidemment la dénonciation d'un massacre qui est en cours en Syrie. Netanyahou l'a fait. Mais il n'y a pas de position claire sur le soutien, oui ou non, à l'une des 2 parties. En l'occurrence, alors officiellement, il n'y a clairement pas de soutien au régime syrien. Par contre, il y a des contacts qui sont pris avec l'opposition, modérée, salafite djihadiste ou autre. Pourquoi? Parce que la préoccupation majeure de l'État d'Israël est, et là on est dans la courte vue de Netanyahou et de la droite actuelle qui est vraiment très différente de celle des années 80, en tout cas du pouvoir des années 80 en Israël. Très courte vue. Perception des Arabes, excusez-moi, hein, c'est très binaire. Hein, les Arabes sont des gens belliqueux essentiellement. Il faut assurer la sécurité de l'État d'Israël. Ça se limite à ça. Ça ne va pas plus loin. Netanyahou en parle dans son bouquin là, le dernier, où il l'évoque très clairement. Hein, je veux dire, donc vous n'avez pas un homme comme Ariel Sharon, quel que soit le degré de critique, quel que soit, qui va porter entre guillemets un projet régional terrifiant. Il va envahir le Liban, mais il va porter un projet régional. Netanyahou n'a aucun projet régional. La préoccupation actuelle de l'État d'Israël, elle est hiérarchisée de manière extrêmement simple. 1, l'Iran, alors que le pouvoir militaire, Mossad, services de renseignement leur disent clairement ce n'est pas un danger. Hein, Merdagan l'a dit systématiquement. Deuxièmement, Hamas. Là, on est dans, entre guillemets, pour les Israéliens, l'interne. Donc Hamas, mais qui est bien évidemment indirectement l'Iran, mais une menace interne. Et troisièmement, Hezbollah. En l'occurrence, les militaires cherchent à changer la hiérarchie et d'insister sur le fait que le Hezbollah est bien plus menaçant que l'Iran, en termes je sais pas, les deux ont des connexions, bien sûr, mais d'insister là-dessus. Deuxième élément de votre question, non, il n'y a pas de symétrie. Et pour moi, c'est important. On parlait, j'ai introduit sur la Nakba et sur la construction nationaliste. La construction nationaliste sioniste et israélienne s'est faite sur la capacité indiscutable à négocier et à assurer des traités bilatéraux ou multilatéraux dans le cadre de négociations avec les États voisins. Ensuite, ça n'enlève pas
Ça n'enlève pas la capacité de certains acteurs au moment des négociations à détourner ces négociations, les faire capoter, peu importe. Mais dans la construction nationaliste sioniste, le projet est d'exister au sein d'un environnement multi-étatique particulier. Par contre, dans le projet nationaliste syrien, cette notion-là a été tout de suite écartée, d'abord pour une raison très pratique de lutte contre la Transjordanie, et après, dans le cadre d'une appropriation par le régime bassiste, minoritaire et donc en soi qui devait rechercher une cohésion nationaliste, dans l'appareil d'État. Ça ne veut pas dire qu'en Syrie, aujourd'hui c'est flagrant, c'est de discuter, ça fait 4 ans que je le fais avec des révolutionnaires, des acteurs politiques partout aux frontières syriennes, alors sauf les salafistes djihadistes particulièrement virulents et autres fêlés de l'État islamique, mais la paix avec l'Israël est clairement envisageable. Bon, surtout pour des raisons d'intérêt, pour convaincre l'État d'Israël de l'aider, parce que personne ne les aide. Je veux dire, c'est simple. Lorsqu'ils ont bien compris que Barack Obama était un catastrophique et diplomate et soutien, et un peu pareil malheureusement pour la France, même si au moins la France a eu le mérite de lancer une opération en août 2013 qui a échoué grâce à Barack Obama, les Syriens se sont aussi tournés vers Israël parce que, en gros, c'était très simple. Moi, j'avais eu un combattant qui était sorti, justement, qui avait fait défection de l'armée syrienne libre à cause de la corruption dans la région sud, mais qui me disait, vous prenez un âne et vous le déguisez en Satan, et moi je signe avec lui. Donc, on pouvait signer avec n'importe qui. L'important, c'est d'avoir une aide, des armes et un soutien, et toute la rhétorique du régime de construction, de légitimation autour de l'ennemi, elle s'est effondrée rapidement, très rapidement. Et quant au Golan, pour les Israéliens, c'est un super lieu de vacances, donc il restera israélien. Voilà. On est d'accord qu'à partir de 2020, tout ça volait en éclats. Bien sûr. Oui. Mais avant, c'était vraiment des pays. Bien. On prend une dernière question. Non, oui, non, mais ça, c'est pas une question, c'est simplement une remarque et ça sera court. C'est à Thomas qui donc fait référence à Freud. Je pense que c'est quand même bon. Il y a eu dans les références. Bon, je ne suis pas tout à fait forcément d'accord, mais je crois que ça serait important quand même que vous précisiez que Freud n'était pas sioniste et que très précisément, non, mais c'est important parce que, étant donné que vous l'introduisez... Comment ? Non, mais c'est important parce que vous l'introduisez et en plus ça fait presque leitmotiv. Et non, bon, alors moi j'ai trouvé que ça pouvait quand même avoir une incidence, et ça peu de gens le savent, mais très précisément il s'est situé. Il y a eu un appel des intellectuels qui était parti des États-Unis. Il a refusé de signer cet appel. Il a même en plus anticipé ce qui allait se passer dans l'avenir. Il l'a écrit donc par rapport justement au fait que les pays arabes et puis que les Palestiniens, mais aussi les pays arabes refuseraient toujours donc cette situation. Donc bon, voilà. J'avais une question, c'était à propos du Hezbollah en Syrie. C'est que le Hezbollah, eux, ils se présentent en tant qu'aide pour l'armée de Bachar al-Assad et contre l'État islamique. Et j'ai écouté plusieurs discours de Hassan Nasrallah, oui. Et il ne se présentait pas contre... Enfin, il s'oppose clairement à Israël, mais il ne se présentait pas comme une menace directe et dans l'absolu tout de suite contre Israël. Et dernière chose, pour lutter contre Israël, ce que fait Nasrallah, c'est qu'il finance le Hamas, où il donne de l'argent, le Hezbollah donne de l'argent au Hamas. Alors, sur l'aspect israélien, attention, il faut rapidement, je vais essayer de faire en 1 minute 30, c'est pas évident, la dynamique d'engagement du Hezbollah dans le conflit armé syrien. D'accord ? Le Hezbollah s'est officiellement engagé en Syrie en mai 2013 lors de la bataille de Qousser. D'accord ? Le Hezbollah, alors apparemment sur ordre direct de Khomeini, ça sous-entendrait que Nasrallah aurait voyagé à Téhéran à ce moment-là, c'est très difficile à prouver, aurait projeté des forces vraiment en nombre conséquent en Syrie, les aurait formées et aurait envahi Qousser et à ce moment-là aurait fait le discours du 25 avril 2013 justifiant l'engagement. Cet engagement remonte à 2011, probablement dès le mois de juin 2011, il y a déjà des projections de snipers à Damas, à Alep, ailleurs. Les unités 910 du Hezbollah sont projetées sur place, etc. Mais pendant toute cette période, officiellement, le Hezbollah n'est pas en Syrie. Cependant,
la rhétorique du régime entre 2011 et 2013 va être de dire ce qui se passe actuellement chez nous, avant même l'arrivée des djihadistes, c'est-à-dire en 2011-2012, c'est un complot. Hein, la notion de complot est très importante dans la rhétorique du régime, Muammara. Saoudo, turco, israélo-américain pour envahir la Syrie. D'accord ? C'est tout cet amalgame de l'axe du mal du point de vue syrien. Et ces gens-là financent les Al-Sabat, les bandes armées qui fait référence à l'imaginaire syrien, jusqu'à, très progressivement, 2012-2013, l'arrivée des djihadistes. Cette fois-ci, au discours du régime, va s'adjoindre les djihadistes. Donc Israël, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et d'autres financent les djihadistes. C'est totalement délirant, en tout cas pour Israël et pour les États-Unis aussi en partie. Mais ça va fonctionner. Le Hezbollah, en 2013, après l'invasion de Qusayr, va se greffer à cette rhétorique et dire, regardez, maintenant que nous sommes engagés officiellement en Israël, nous le faisons pour défendre l'axe de la résistance contre l'axe américano-saoudo-sionisto-takfiri. D'accord ? Donc ça fait beaucoup de choses, mais les Israéliens sont là. Et toute la légitimation du Hezbollah, elle est à deux niveaux. La première, c'est la défense des minorités au Moyen-Orient. Donc ça, c'est assez étonnant de voir des combattants du Hezbollah saluer la Vierge Marie à Maaloula ou faire sonner les cloches de Maaloula. Et parallèlement, de justifier par la lutte contre Israël l'engagement en Syrie. Donc systématiquement, et surtout depuis 2014 et 2015, le Hezbollah va dire nous combattons en Syrie les takfiristes qui sont soutenus par les Saoudiens et les Américains, mais surtout par l'État d'Israël. La preuve en est, alors bien évidemment les Israéliens n'ont pas créé Daesh, n'ont pas financé les salafistes djihadistes, mais aujourd'hui, en pratique, oui, l'État d'Israël a des liens avec les salafistes djihadistes. Pourquoi ? Parce qu'ils soignent les combattants du Jabhat al-Nusra et de l'armée syrienne libre dans les hôpitaux militaires de Tzfat et ailleurs en Galilée. Ils leur fournissent des armes, ça a été documenté par la FNUOD, hein, l'organisme des Nations Unies chargé de l'observation du désengagement. Donc aujourd'hui, Israël, par son action qui consiste juste à cartographier le Golan et à s'assurer que ces gens-là ne vont pas leur tomber dessus du jour au lendemain, se retrouve à légitimer le Hezbollah. Puisque oui, Israël aide le Jabhat al-Nusra en Syrie. Donc ils vont légitimer ça, indirectement ou directement, peu importe. Mais voilà toute la rhétorique du Hezbollah. Bien. Vous avez des choses à l'un ou l'autre, non ? Sur Freud, vous n'avez rien à dire? Bien. Écoutez, alors moi je voudrais juste vous remercier parce qu'on avait dit que c'était des nouveaux regards et vraiment on les a eus. Et en plus on était un peu hésitant sur les différenciations des thèmes et en réalité la complémentarité l'a très largement emporté et c'était vraiment une discussion que j'ai trouvée passionnante. Je vous remercie beaucoup et bon travail pour la suite.